Eh bien, bonsoir à tous et toutes. Merci de votre présence ce soir. Est-ce qu'il faut qu'on ferme les volets? Est-ce que vous trouvez que la qualité de l'image est assez bonne? Oui, ça va? C'est- Oui, je peux vous amener je vais vous amener une petite lampe d'appoint. Ça sera utile. D'ici une demi-heure, ça sera utile. Merci de votre présence ce soir pour cette conférence consacrée aux 20 ans de la création des vitraux de Villenox. Il y a quelques mois maintenant, Monsieur Thérillon, qui est président de l'association Archéonox et qui surtout a suivi tout ce projet extraordinaire, m'avait contacté pour m'alerter sur cet anniversaire des 20 ans de la création des vitraux de Villenox. Et donc, assez vite, on s'est dit que ce serait bien de pouvoir en parler ici, dans le cadre de la Cité du Vitrail. Donc, il va vous raconter évidemment cette histoire extraordinaire. Et puis, je vous inviterai, alors pas ce soir parce que les salles seront fermées, mais une prochaine fois à retourner voir le panneau d'essai qui est exposé chez nous au dernier étage, dans la salle Comprendre le vitrail. Donc panneau d'essai qui avait été réalisé au moment du concours pour ce projet de création et qui donc est exposé chez nous de façon permanente. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette histoire et puis évidemment, comme toujours, à l'issue de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Je vous laisse la parole et merci à vous d'être venus ce soir pour parler à trois de ce beau projet. Bien, merci. Bien, merci à vous également de m'avoir permis d'évoquer ces 20 ans des vitraux qui ont été créés par David Tremlett, l'artiste britannique David Tremlett, et les ateliers Simon-Marc qui les ont réalisés. Cela fera effectivement 20 ans le 24 octobre prochain que le ministre de la Culture, qui était alors M. Renaud Deneudieu de Vabre, a inauguré les vitraux de l'église. Cette création était exceptionnelle, comme l'a noté Mme Garbe, à plus d'un titre. D'abord par son ampleur simplement technique, puisqu'elle a consisté à réaliser 200 mètres carrés de vitrail en une seule fois, et la réalisation a été faite en 2 ans seulement. Elle est exceptionnelle ensuite par son impact sur l'édifice, puisqu'elle bouleversait totalement l'atmosphère, étant donné qu'elle concernait la totalité des baies de l'église. Et puis elle était assez exceptionnelle par le fait qu'elle était réalisée en milieu rural, où les habitants sont particulièrement sensibles à tout ce qui touche leur église, soit comme lieu de culte pour les croyants, soit comme élément principal du patrimoine pour ceux qui ne le sont pas. Alors, comme l'a dit Anne-Claire Garbe, j'ai été associé par hasard finalement à la décision de cette création en 2001, alors que je venais d'être élu maire adjoint de Villenox. Et depuis, j'ai assuré sans discontinuer les visites de l'église avec mes camarades de l'association Archéonox. C'est donc de cette double expérience dont je viens témoigner devant vous ce soir, en évoquant d'une part les questionnements des décideurs face à cette opération qui était si impactante pour notre Église, ensuite en décrivant les phases de sa réalisation, en analysant l'inspiration artistique, son inspiration artistique et sa traduction symbolique, qui n'est pas toujours évidente, et puis enfin, en rendant compte des réactions du public face à cette œuvre et l'évolution de ces... Oui, ça va peut-être aider. Ça ne va pas gêner Non, ça ne va pas gêner. Okay. Merci bien. Et donc, oui, je vais également vous faire part des réactions du public face à cette œuvre et leur évolution au cours de ces 20 années. Alors la question qui peut se poser pour la personne qui découvre cette affaire, c'est de savoir finalement pourquoi avoir remplacé la totalité des vitraux de cette église. Était-ce le fait d'un caprice d'une quelconque autorité?
c'est des choses qu'on a vues en certaines circonstances, n'est-ce pas? Ou bien est-ce que c'était vraiment une réelle nécessité? Alors, avant de répondre à cette question, je vais vous faire un point rapide sur l'historique des vitraux. Alors, avant la Seconde Guerre mondiale, les vitraux, les baies de l'église comportaient encore des vestiges des vitraux du XVIe siècle, le XVIe siècle étant l'époque principale de la construction de l'église. Alors, vous voyez, je vous ai porté ici quelques-uns de ces restes. Vous voyez que certaines baies avaient... Merci bien, merci. Certaines baies avaient totalement, les vitraux avaient totalement disparu. Sur d'autres, en général, elles étaient restées dans les parties hautes, tout simplement parce que les vitres de l'église de Villeneuve sont assez basses et donc très exposées aux déprédations. Une partie de ces vitraux avant la guerre donc, avait été remplacée par des créations de Pierre-Émile Babot. Je vais peut-être m'asseoir parce que je n'ai pas facile. Excusez-moi, je vais me cacher. Voilà, ça va aller comme ça? Donc, des créations de Pierre-Émile Babot, qui était un peintre verrier né à Barrauville, dans l'Aube, et qui s'était établi peintre verrier à Paris. C'est son oncle, l'abbé Bossire, qui était curé de Villeneuve, qui avait fait appel à lui pour remplacer certains des vitraux de son église. Alors ces vitraux, ce sont ceux que j'ai notés en jaune là sur ce plan. Et ce maître verrier, qui était quelque peu oublié, a été récemment remis en lumière par ses descendants, monsieur et madame Bruno, qui font d'ailleurs partie de l'association des Amis du Vitrail, et qui ont recensé pas moins de 206 vitraux créés par leurs ancêtres, dont 56 dans l'Aube, 23 dans la Marne et 14 en Haute-Marne. Et à Villeneuve, où il a commencé sa carrière, Pierre-Émile Babot a créé 5 vitraux et restauré un vitrail du XVIe entre 1875 et 1887. Alors, on en garde malheureusement que quelques mauvaises vues éloignées, extraites de cartes postales que je vous montre là, avec toutefois une particularité, c'est que les vitraux, il a commencé sa carrière à Villeneuve et ces cartons ont été réutilisés dans certaines églises de l'Aube et d'ailleurs. Et en particulier, un des vitrails qui a servi à Villeneuve, alors je ne sais pas si on voit ma flèche, ah oui. Donc un des vitrails qui a été réalisé à Villeneuve, l'apparition de Jésus à Marie à la coque, a été réutilisé dans l'église de Rigny-la-Nonneuse. Je suis allé faire la photo de l'église de Rigny-la-Nonneuse que vous voyez là, et donc on retrouve, voyez-vous, le même positionnement, les mêmes plis, les mêmes dispositions des personnages, qui étaient sur 2 lancettes à Villeneuve et sur une seule lancette à Rigny-la-Nonneuse. Alors ce n'est pas tout à fait la même disposition, mais ça permet de se rendre compte de la couleur et du graphisme de ces vitraux. Et puis en 1926, en 1926, c'est un vitrail de la baie d'Ax qui a été remplacé par une création d'un artiste de renom aussi, puisqu'il s'agissait de Maurice Denis. Alors, l'objet de cette création, c'était de créer un monument à la mémoire des morts de la guerre de 14. Ce monument était donc composé d'une piéta, d'un autel qui a été réalisé par un marbrier local, d'une piéta qui a été réalisée par Alfred Boucher, qui est toujours en place, et puis des vitraux que j'ai reproduits au-dessus. En fait, j'ai remis les cartons qui sont maintenant à la Cité du Vitrail dans ces vitraux pour vous donner une idée de la présentation de cet ensemble. Donc ce vitrail était l'un des 5 vitraux commémoratifs qui ont été créés par Maurice Denis après la guerre de 14. Celui de Villeneuve avait été réalisé par une femme, ce qui était assez exceptionnel en 1926, que l'on voit là, et qui était Marguerite Thuré. Et sur la gauche, j'ai photographié un vitrail de l'église de Fer en Tardenois, qui a été une autre des 5 baies créées par Maurice Denis, et ce qui permet de se rendre compte également des couleurs utilisées et de ce que devait être ce vitrail de Villeneuve. Alors tous ces vitraux, malheureusement, ont disparu dans le bombardement du 13 juin 1940 qui a détruit tout le centre de Villeneuve.
Le centre de Villeneuve, c'était le point de convergence de routes venant du nord, de l'est, de l'ouest, par lequel refluaient les troupes françaises devant les troupes allemandes le 13 juin 1940. Et donc la Luftwaffe a détruit le centre de Villeneuve pour ralentir la retraite de ses troupes. Alors on voit que l'église a été épargnée. Mais vous pensez bien que, évidemment, les vitraux dans cet événement ont été complètement soufflés. J'ai appris tout récemment, d'ailleurs, que ces vitraux, avec les gravats qui les entouraient, ont été utilisés pour réaliser une piste d'atterrissage de la Luftwaffe du côté de Cézanne. Donc on doit trouver dans les champs du côté de Cézanne des restes de vitrail de Villeneuve enfouis qui ont servi à faire atterrir les avions. Alors, l'église est restée ouverte à tous les vents pendant la durée du conflit et elle a été mise hors terre, si je puis dire, à la fin de la guerre, donc dans les années 1950. Et c'est Gaston Vinhomme donc, qui a créé ces nouveaux vitraux que vous voyez là. Alors, évidemment, au moment de la guerre, manque de matières premières et puis il y avait tellement de choses à faire qu'on est allé au plus pressé. C'est quand même des vitraux qui ont été réalisés sous des formes géométriques et avec très peu de couleurs. Vous voyez ici des vitraux totalement blancs, et là un petit peu de couleur. Tout ça diffusé dans l'édifice une lumière blanche et crue, comme on le voit sur cette photo. On a été pendant des années avec cette lumière-là, d'autant que l'église qui avait été peinte entièrement à la Renaissance, ces peintures avaient disparu au moment on a eu l'idée de badigeonner toutes les peintures parce que l'Église a considéré qu'elles étaient incompatibles avec la prière et le recueillement, comme ça s'est produit dans beaucoup d'endroits. Donc on s'est retrouvé après la guerre avec certes des vitraux, mais avec cette atmosphère totalement trop claire en quelque sorte. Alors on se serait malgré tout accommodé de ces vitraux et ils seraient certainement encore en place maintenant. S'il n'était intervenu en 1991 un événement sous la forme du décès d'un habitant de Villeneuve qui s'appelait Maurice Boulet. Et ce Maurice Boulet avait le souvenir des vitraux de la guerre, d'avant-guerre, je veux dire. Et donc, il a fait un legs à la commune de la totalité de ses biens. C'était un garçon célibataire, sans descendance. Simple employé de la manufacture de céramique de Villeneuve, mais il a décidé donc de faire don de tous ses biens à l'église de Villeneuve pour réaliser un ou deux vitraux. On se rendait bien compte, il y a 24 baies sur l'église de Villeneuve et se rendait bien compte qu'on ne pouvait pas aller au-delà avec ses biens. Ceci dit, ces biens étaient quand même importants eu égard à sa situation sociale, puisqu'ils s'élevaient à 1 million de francs. Ce qui n'est pas rien eu égard à sa situation de ouvrier, mais qui, au regard des 24 baies qu'il y avait, des 100 mètres carrés de vitraux de Villeneuve, était évidemment insuffisant pour faire quelque chose de significatif. Maurice Boulet est décédé en août 1991, juste au moment où commençait une profonde restauration de l'église, qui a duré pendant 8 ans, presque 9 ans d'ailleurs. Je vous ai mis une photo là, des travaux à mi-course. L'abside avait déjà été refaite et puis là on est dans la partie de la nef. Donc la commune a attendu évidemment l'issue des travaux pour réaliser les dernières volontés de Maurice Boulet. Et bien évidemment on a essayé de trouver des fonds complémentaires pour voir si on pouvait aller au-delà des deux vitraux voulus par Maurice Boulet. Et la période a été tout à fait favorable puisque en 2001, l'État et la région avaient passé un contrat. Il y a un contrat de plan État-région qui est renouvelé de période en période. Et le contrat de plan qui avait été passé en 2001 prévoyait justement en matière de patrimoine la création de vitraux. Donc la DRAC, qui par ailleurs connaissait l'église de Villeneuve, puisque cette longue restauration avait créé des liens finalement avec les autorités en charge des bâtiments historiques, a accepté d'abonder le legs de Maurice Boulet et l'a abondé dans des conditions, dans des proportions importantes, puisqu'elle l'a multiplié par 5. C'est-à-dire qu'elle a accordé 5 millions de francs supplémentaires, ce qui fait qu'avec le million de Maurice Boulet, on arrivait à 6 millions de francs.
on a basculé entre-temps en euros, on peut dire en arrondissant qu'on partait sur un budget de 1 million d'euros en fait. Donc ce budget de 1 million d'euros, y compris le legs, réparti sur 24 baies et avec donc 200 mètres carrés de vitrail à réaliser. Alors, le projet, il y avait une condition toutefois à ce financement de la DRAC, c'est que les travaux réalisés devraient être une création de vitrail. Il ne s'agissait pas de reproduire l'ancien, mais de faire une création. Donc, on se doutait bien que s'agissant de création artistique, on abandonnait totalement donc toute référence aux vitraux anciens. Et ce n'était pas sans poser des questions aux responsables locaux dont je faisais partie, parce qu'on était un peu partagé entre l'enthousiasme d'avoir un beau projet ambitieux, moderniste, qui constituerait certainement un atout pour la commune. Et puis d'un autre côté, on avait quand même un peu la crainte de la réaction de la population, sachant qu'il fallait s'attendre à des choses qui n'étaient pas dans le vitrail traditionnel qu'attendait justement la population. Alors cette crainte, eh bien, elle s'est confirmée à l'occasion des réunions qui sont tenues pendant 6 mois pratiquement, entre mars et décembre 2001, puisque la municipalité avait créé une commission extra-municipale constituée d'un panel d'habitants d'une part. Alors moi, j'ai participé à cette réunion, j'ai même présidé quelquefois cette réunion des habitants. Et puis d'autre part, je participais aux réunions avec les spécialistes du vitrail, les consultants, experts, etc. Et d'un côté, j'avais des habitants qui me disaient il faut reprendre les thèmes anciens, il faut avoir de préférence une œuvre figurative, évoquer les saints patrons relatifs à Villeneuve, évoquer les anciennes confréries, évoquer la bonnetterie, les moulins, le pain, etc. Et puis de l'autre côté, on avait les experts qui disaient « faudra vous attendre à quelque chose qui ressemblerait à peu près à ceci », donc en nous donnant toutes les réalisations contemporaines des grands créateurs de cette époque. Et donc on voyait bien qu'il y avait un hiatus entre les deux et qu'à un moment donné, ça allait poser un problème, surtout vis-à-vis de nous qui étions entre l'enclume et le marteau. Donc, nécessité évidemment, tout le monde a conclu à la nécessité d'une action, d'ailleurs je vais remettre de plusieurs actions de communication et de faire preuve de grande pédagogie à l'égard de la population. Le budget étant fixé, les réunions ayant eu lieu, il a fallu fixer donc un programme iconographique, c'est-à-dire le programme des images, qui a été confié à la commission diocésaine d'art sacré, qui était alors présidée par le père Morlot, que certains d'entre vous ont connu probablement. Ce programme a été remis en juin 2001 et il indiquait un ensemble d'orientations générales qui laissait volontairement une large faculté d'interprétation aux artistes. Et il se présentait en outre comme une forme de synthèse entre le message que l'Église souhaitait communiquer à travers cette œuvre et l'évocation des activités de Villeneuve souhaitées par les habitants. Ainsi, il prévoyait que dans la nef, donc qui est ici, devraient être rappelés les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, qui sont à la fois des références religieuses, avec par exemple l'eau du baptistère, l'air de la parole, la terre évoquant les morts, et le feu la passion du Christ, et évoquer également en même temps des aspects de la vie humaine de Villeneuve, puisque ça entre évidemment la terre, et tous ces éléments entrent dans la fabrication de la céramique, qui était une des activités phares de Villeneuve, de la culture et de la terre et de la vigne. Dans le chœur, alors je cite le programme qui était le lieu du chant de l'action de grâce de l'Eucharistie. Le programme suggérait que soit évoqué le vin, symbolique religieuse et également production multiséculaire de Villeneuve. Alors, avec au nord le vin de l'Ancienne Alliance et au sud le vin de la Nouvelle Alliance. Et enfin, dans le sanctuaire, la Vierge Marie devait être évoquée dans les baies terminales du nord, du nord-est, le Christ évoqué dans les baies terminales du sud-est,
Et les deux devaient le Christ et la Vierge devaient se retrouver dans chacune des lancettes de la baie d'Axe pour suggérer, là à nouveau je cite le programme iconographie, l'image de Marie au pied de la croix, regardant son fils crucifié et voyant déjà en lui le Christ ressuscité et glorieux. Voilà comment se présenter en quelques mots ce programme iconographique qui donc allait servir de cahier des charges aux artistes. Et à partir de ce moment, donc, on est entré dans la phase administrative avec ce cahier des charges qui a servi de support à un concours international à 2 tours, qui donc a été mené sous l'égide de la DRAC. Je vous ai mis ici la liste des 38 candidatures qui ont été reçues, qui ont été examinées à la suite de cet appel d'offres. Le 14 juin 2002, donc, il a fallu choisir parmi ces candidats du premier tour 3 candidats qui auraient à concourir pour le second tour. Ce sont les 3 candidats que j'ai surlignés en jaune, qui donc ont été choisis pour ce deuxième tour. Ce deuxième tour consistant à présenter cette fois les dessins de la totalité des baies et à réaliser une baie d'essai de 1 mètre carré environ. Alors ces 3 candidats, ces 3 lauréats ont été donc Gérard Titus Carmel, qui est un artiste français associé aux ateliers Jacques Simon Marc de Reims. L'autre candidat, c'était David Tremlett, donc un artiste anglais associé également au même atelier. Et la troisième était une femme, Annette Messager, associée aux ateliers Parot de Dijon. Voilà, donc Annette Messager, ces 3 candidats ont eu 6 mois pour présenter les dessins et donc réaliser la baie d'essai. Annette Messager n'a malheureusement pas tenu les délais et dans le cadre des marchés publics, eh bien, les délais sont impératifs, de sorte qu'on s'est privé d'une offre et que les 2 seuls candidats en lice au deuxième tour ont été d'une part Titus Carmel, donc l'artiste français, et d'autre part David Tremlett. Alors là, je vous ai mis 2 exemples des propositions qui étaient faites par l'un et l'autre, avec au centre la baie d'essai qui a été mise en place pendant quelques heures le jour de la réunion du jury, qui s'est réuni dans l'église de Villenox. C'est une photo prise de l'extérieur qui n'est pas très bonne, mais en tant que membre du jury, on ne pouvait pas faire de photos. Donc, vous voyez en haut le vitrail géométrique d'après-guerre. En dessous, la baie d'essai de David Tremlett et en dessous, la baie d'essai de Titus Carmel. Alors, Titus Carmel, vous voyez sur la gauche ici, n'avait joué que sur la couleur. Il avait reproduit sur la quasi-totalité des baies, enfin sur la totalité des baies, pas sur la quasi, le même graphisme. Alors que David Tremlett avait des graphismes très, très diversifiés, de sorte que c'est lui, en fait, qui a la majorité à emporter le marché. Voilà donc la présentation de l'ensemble de l'œuvre de David Tremlett, des propositions de David Tremlett. Alors, ce qui est caractéristique de l'œuvre de David Tremlett, ce sont des wall drawings, c'est-à-dire des peintures murales qu'il réalise sur des grands bâtiments, généralement des bâtiments administratifs ou des bâtiments des centres de grandes entreprises, qui sont constitués d'une série de formes qui alternent la souplesse, la rigidité, des lignes continues, droites et ondulantes qui sont interrompues par des formes géométriques ou architectoniques. Et le tout est relevé par des couleurs qui lui ont été inspirées par son expérience de nombreux voyages qu'il a accomplis dans le monde entier après ses études d'art. Voilà, donc là je vous ai mis des exemples de ces peintures murales qu'il a réalisées ici à la société Bloomberg, une grosse société de Londres, et en bas dans l'ambassade britannique de Berlin. Sur la droite, je vous ai mis une photo extérieure des vitraux, d'une partie des vitraux du nord de l'église. On voit bien qu'on retrouve dans les lignes de ces vitraux
finalement, on retrouve le graphisme qu'il a établi dans ses World Drawings de ces sociétés, alors, ou de ces bâtiments administratifs. Donc, alors, je pense que le son va fonctionner. De toute façon, j'ai un technicien là-bas qui m'est là. Et pour moi, c'est c'est touché la mur. Je fais quelque chose manuel, quelque chose personnel avec la marque les doigts. Et c'est possible de faire quelque chose de massif ou petit. Et normalement, quand je fais des dessins sur papier, c'est la même méthode, avec la main. Et puis pour l'église, pour le dessin, pour le verre, j'ai utilisé la même couleur, la même méthode. J'ai fait une petite wall drawing avec l'idée de la mur. Mais je connais, il transformé en le verre. C'est un matériau différent, transparent, avec toute la subtilité de le verre, etc. Mais pour moi, de faire les dessins originaux, je fais comme le wall drawing. Vous avez le témoignage direct de l'artiste. Bon, je ne peux plus sortir de moi. Oui, ça va. Donc, il y a eu un moment particulièrement difficile pour nous, responsables locaux. C'est le moment où on a présenté le résultat de l'appel d'offres. Parce que ce résultat, on l'a présenté sous forme de dessin. De dessins qui, évidemment, sont très loin de représenter ce que serait le vitrail définitif. Alors, parce que la particularité du vitrail, c'est que, évidemment, il faut passer par le dessin, qui est la traduction, donc l'inspiration de l'artiste. Ensuite, on passe de la transposition du dessin sur le verre, qui, lui, magnifie le dessin par la structure même du verre et par la lumière qu'il traverse. Et puis la troisième étape, il y a une troisième dimension, comme dit le maître verrier, c'est l'installation du vitrail sur l'édifice et son interaction avec l'architecture du mobilier par le jeu de la lumière et des couleurs. Alors je vous ai montré à titre d'exemple, ici c'est vraiment un exemple très criant, parce que là, voilà le dessin à gauche qu'on a présenté aux habitants de Villeneuve, qui évidemment n'étaient pas très ravis. Vous avez sur la droite la transposition de ce dessin après la réalisation du verre. On voit qu'on est complètement différent. Et puis la transposition, le montage de ces vitraux sur l'église avec la lumière, le jeu des reflets sur l'architecture qui complète et qui magnifie le tout. Donc sur ces trois étapes finalement de la réalisation du vitrail, je vais vous faire écouter les témoignages donc, de Benoît Marc, qui est le maître verrier. Donc. L'artiste peut être considéré comme le compositeur avec sa partition et le verrier comme le chef d'orchestre ou le musicien avec son instrument. Et que finalement, à partir d'une maquette qui peut être sur papier ou sur toile ou sur plein de supports différents, parce qu'il n'y a pas de règles, en général qui est à l'échelle du 10e, on a donc une possibilité d'interprétation très, très large, puisque le vitrail déjà est un art monumental où la lumière a toute son importance, un peu comme une sculpture, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on est toujours dans les deux dimensions, mais on rentre presque dans une troisième dimension, avec la lumière qui va traverser le verre. Et donc, comme un chef d'orchestre qui prend une partition, on peut l'interpréter d'une façon, de mille façons différentes. Voilà, alors, la deuxième diapositive va constituer le choix du verre. Non, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, donc là, Benoît Marc explique le choix du verre. Les échantillons de tous les verres que nous avons commandés spécialement à la Verrerie de Saint-Just-sur-Loire, on est parti rencontrer donc les chimistes comme on fait d'habitude pour leur demander donc de nous fabriquer des tons fidèles aux maquettes de David Tremlett. Donc ce qui permet de jouer beaucoup dans les nuances. Voilà, donc ça c'est l'importance de la fabrication du verre. Et puis le troisième élément, c'est ce que...
c'est ce qu'il appelle la troisième dimension, c'est-à-dire le jeu du vitrail sur l'architecture de l'édifice. Tout l'art du vitrail, c'est d'avoir la troisième dimension. Voilà. Et moi-même, qui réalise les vitraux, je ne verrai réellement le résultat que quand le vitrail sera posé dans l'église. Parce que ce que j'expliquais tout à l'heure à Monseigneur l'évêque, c'est que même en atelier, quand le vitrail est fini, on va l'exposer sur la lumière du jour, puis on va mettre des grands noirs autour pour cacher la lumière qui est autour. Donc vous allez avoir le vitrail avec une bonne lecture, si vous voulez. Mais ce qu'on n'a pas, et qui manque terriblement, tant que c'est pas posé à l'édifice, c'est qu'autour, vous avez la pierre dans l'édifice, et vous avez les ébrasements, vous avez l'architecture, la sculpture, tout ce jeu d'ombre, de lumière de la sculpture, des colonnes, de tout ça, qui va jouer. Et donc vous allez avoir la couleur qui va se répandre sur la pierre, et ça c'est magnifique. Et ça, tant que c'est pas posé, on l'a pas. Voilà, donc toute cette ce processus a dû faire l'objet vis-à-vis de la population et du public en général de nombreuses actions de médiation et de pédagogie. Donc là, je vous montre la conférence de presse un peu officielle dans les ateliers Simon-Marc de Reims, où on reconnaît d'ailleurs M. Jean d'Aubigny, qui était à l'époque préfet de région, Monseigneur Stinger, le président de la région. Ici, l'artiste David Tremlett et Benoît Marc sont venus faire une démonstration, venus expliquer le vitrail aux enfants des écoles, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en aparté, quand on a convaincu les enfants, on a une chance de convaincre les parents. Là, on voit la découverte de vitrail pour la première fois réalisée dans l'atelier, donc en grandeur nature. On voit que la population est quand même assez ébahie devant cette découverte. Et puis, il y a eu plusieurs expositions. Alors, il y en a une qui a été réalisée au Palais du Thau à Reims. Et puis, il y en avait une que j'ai mise là, qui a été réalisée à Villenox, dans la deuxième église que nous possédons, l'église du quartier de Dival, dans laquelle ont été exposées, comme vous le voyez, les deux propositions de Titus Carmel à droite et de David Tremlett à gauche. Alors la fabrication s'est faite totalement en atelier entre 2003 et 2005, donc là je passe par quelques phases rapides. Bon, à Saint-Just, c'est du verre soufflé. Le verre, c'est du verre soufflé plaqué, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une légère couche, je ne sais pas si on peut dire de l'émail, je n'ai pas Alain Binôme pour nous expliquer l'affaire, mais en gros c'est d'une couche de couleur, une sorte d'émail qui est en surface, donc il sort sous forme de manchons, lesquels manchons sont ensuite réchauffés et coupés et étendus pour faire une plaque. Là, on voit les reports des repères des dessins sur des maquettes en grandeur nature. Là, on voit les verriers en train de choisir le verre, le découpage. Une particularité de ce vitrail de Villenox, c'est que les dessins sont séparés par des bandes blanches. Et ces bandes blanches sont en fait obtenues en décapant à l'acide, comme vous le voyez là, la partie de la surface du verre, justement. Donc ça, c'est une particularité du travail de Villenox. Ça ne se fait pas quand c'est des découpes de petits morceaux de verre habituels. Ensuite, une autre particularité également du vitrail, parce que ce sont des grands aplats de verre. Donc il y a la pose d'un dépoli. On voit ici la dame en train de peindre du dépoli, de façon à ce que le vitrail ne soit pas transparent. Alors vous voyez à gauche le verre qui n'a pas été revêtu de ce dépoli, on voit clair au travers, on voit la fenêtre au travers, alors qu'après qu'il ait été revêtu du dépoli, il masque les ombres. Donc ça aide ça évite de la distraction dans la lecture du vitrail finalement. Bon, et puis après, le montage au plomb traditionnel, et puis ce qu'il expliquait tout à l'heure, l'exposition des baies en atelier. Le démontage et le montage s'est fait assez rapidement puisqu'il est intervenu entre août et octobre 2005. Donc on voit là les ouvriers au travail, il n'y a rien de spécial là à en dire. Il y a des films complets sur chacune de ces étapes. Et puis l'inauguration, la foule qui a envahi l'église le 24 octobre 2005 avec le ministre faisant son discours. Et comme c'était des vitraux modernes, on a eu droit à un concert moderne
inédit dans une église, puisque c'était un pianiste de jazz, Jackie Terrasson, qui a animé le concert par un récital de piano jazz. L'affaire a eu un retentissement, on peut le dire, international. Bon, je vous ai mis un exemple ici du rapport qui a été fait dans la presse anglaise. C'était celui-là, le Daily Telegraph Magazine. Et puis on a reçu, alors évidemment, j'ai mis une des premières visiteuses les plus prestigieuses, n'est-ce pas? C'était en l'occurrence la duchesse de Westminster et sa fille, qui néanmoins n'avait pas mis une tenue particulièrement. Sa fille était venue en jean quand même, elle n'a pas pris la crinoline avec laquelle on la voit habituellement dans les cérémonies d'Angleterre. Voilà. Et puis après, il a fallu passer à la réception des visiteurs et puis à l'explication de toute cette œuvre. Ça a été la tâche de notre association Archéonox. Donc la présentation est assez complexe dans la mesure où elle revêt plusieurs approches. Alors d'abord, il faut se rappeler, donc, je vous l'ai dit en entrée, que le changement de la totalité des vitraux a totalement modifié l'atmosphère de l'église. Et on est passé d'une ambiance claire, blafarde, à une ambiance aux couleurs multiples qui change avec les journées, avec les moments de la journée et avec les saisons. C'est ce qu'avait voulu David Tremlett au départ, qui avait déclaré dès sa lettre d'intention lorsqu'il a posé sa candidature pour ce marché, dans sa toute première visite de l'église, c'est la phrase que j'ai mise en haut, qu'il voulait porter dans l'église une atmosphère de joie et de célébration qui reflète et résonne dans tout l'espace. La première approche de ces vitraux, c'est donc finalement une approche globale. Il faut essayer de changer de logiciel en quelque sorte. On a tendance, quand on est dans une église, à vouloir décrypter chacun des vitraux, Et donc là, il faut déjà se laisser porter par l'ambiance générale que créent ces vitraux, étant entendu qu'on est là dans le domaine de la suggestion et non pas de la représentation, et que c'est donc un domaine qui fait appel à l'émotion plus qu'à la rationalité ou à l'intellect. Alors c'est ce qu'a traduit d'ailleurs un prêtre du Nogentais, le père Didier Nobleau, qui maintenant est évêque de Saint-Flour, en disant ici, ni explication de la foi, ni illustration de la Bible, mais une force d'interpellation. Cette force d'interprétation, c'est celle qui est induite par l'atmosphère que crée la lumière, donc qui est sculptée par les formes et les couleurs des vitraux, et qui rayonne sur l'architecture de l'édifice, étant en quelque sorte plus favorable à la méditation, au recueillement et à l'élévation de l'esprit. Bon, je vous ai mis quelques photos qui illustrent mon propos. Et puis, en fait, c'était encore une phrase qui m'a paru bien refléter cette première approche. C'est une phrase de Madame Isabelle Renaud-Chamska, qui était membre du comité national d'art sacré, qui donc a participé également à la définition du programme iconographique, disant que devant cette œuvre, il faut s'émerveiller devant la beauté sans d'abord chercher à tout comprendre, mais en entrant progressivement dans l'intelligence des formes et dans le jeu immémorial de la lumière. Je ne saurais dire mieux. Et puis, passé cette première impression, évidemment, se pose quand même, bien évidemment, la question du sens des formes et des couleurs créées par David Tremlett. Alors ceci d'un double point de vue, d'abord du point de vue de la démarche artistique qui les a inspirés, et puis d'autre part de la symbolique qu'elles traduisent. Quand on a des scènes bibliques, on n'a pas besoin on connaît ou on ne connaît pas la scène, ou on s'informe sur la scène qui est représentée. Là, on s'interroge sur la démarche qui a amené l'artiste à faire ce type de dessin. Donc d'abord, il faut expliquer la démarche artistique et puis ensuite la symbolique. Alors la particularité de la lecture de ces vitraux, c'est qu'elle ne doit pas se faire vitrail par vitrail, mais selon des groupes de vitraux qui ont des caractéristiques artistiques et des représentations symboliques complémentaires. C'est pourquoi dans les diapositives que je vais vous présenter, j'ai à chaque fois dans la partie gauche, là, fait un petit repère sur le plan de ces vitres qui sont donc complémentaires. Là, on a les 4 premières vitres du nord-ouest qui ont des formes avec ces lignes ondulantes et des couleurs qui reflètent alors
dont l'artiste dit qu'il s'agit de lignes de paysage donnant un rythme assouplissant, un mouvement doux, et qui donc lui ont été inspirés par ses voyages à l'étranger. Et la symbolique qui en ressort, on voit assez quand même, il est assez clair qu'on a des représentations de paysages, donc de la terre, et du feu, puisque le feu est représenté par la couleur jaune, soit une couleur jaune, totalement jaune, comme c'est le cas ici, ou dominante de jaune, soit par ces jaunes qui dominent les scènes et qui sont censés représenter et évoquer le soleil. On a dans d'autres endroits donc des baies qui cette fois sont en opposition, non pas dans la continuité, mais entre le nord et le sud. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que David Tremlett fait des successions de lignes souples, de rigides, et puis introduit de la souplesse dans la suite de ses dessins. Là, on a donc un exemple de lignes rigides dans la partie nord et de lignes fluides dans la partie sud. Comment traduit-il cela? Eh bien, la rigidité est censée évoquer la rigidité de la loi de l'Ancien Testament. Puis en même temps, il considère que ça peut évoquer également les briques, des briques donc, qui représentaient l'argile, qui a été une activité ancestrale de Vilnox. Alors c'est vrai qu'on n'a jamais fabriqué de briques, mais il faut prendre de la distance avec cette interprétation. Et puis les baies qui sont en face avec ces petits points évoquent, ils sont assez fluides, les points sont estompés sur leur bord. Et donc, ils évoquent la grâce, la souplesse du Nouveau Testament. Et en même temps, on peut considérer qu'ils peuvent évoquer à la fois les raisins de la vigne de Vilnox ou éventuellement les bulles du champagne. Les baies du sanctuaire, alors je vous en ai dit un mot également tout à l'heure que ça devait évoquer la Vierge dans la partie nord, le Christ dans la partie sud, les deux se rejoignant dans la baie d'Axe. Il a simplement traduit cette recommandation du programme iconographique par des dominantes de bleu dans la partie nord, qui sont donc les couleurs de la Vierge, par des dominantes de rouge à l'opposé, qui sont censées représenter le Christ, le sang du Christ. Et puis les deux se retrouvent dans la baie d'Axe, c'est-à-dire que la baie qui est du côté des baies bleues, on retrouve les baies bleues, et de l'autre côté, on retrouve la baie rouge. Donc, qui est, selon le programme iconographique, censé évoquer Marie regardant son fils crucifié. Voilà. Dans la partie sud, donc je vous rappelle, j'ai toujours repéré ici sur le plan l'emplacement de ces fenêtres. Donc là, c'est un tourbillon qui suggère l'air, donc, puisque là, nous revenons aux quatre éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, donc qui suggère l'air et placé assez opportunément, puisqu'ils sont en arrière-plan de la chaire, où le prêtre prenait la parole. Et donc la parole, c'est le souffle, c'est le vent, etc. Ici, dans ces autres baies de la partie sud sont évoquées, donc ces friselis évoquent le frémissement de l'eau, donc évoquent l'eau. La baie ouest, une baie du sud-ouest, une grande baie du sud-ouest qui est placée au-dessus des fonds baptismaux, évoque l'eau simplement par sa couleur déjà, et puis à la lumière du soir, elle inonde le bas-côté sur toute son étendue. Je vous ai mis là une représentation de ce bas-côté avant la réalisation des vitraux et après la réalisation des vitraux. Alors là, c'est à la lumière du soir, parce que nous sommes à l'ouest, et que donc, vous voyez le changement d'ambiance, le changement d'atmosphère qui est complet, quoi. Et puis, il y a eu quelques, disons, des caprices de l'artiste qui n'étaient pas expressément prévus dans le programme iconographique, qu'il a traduit, lui, par des formes géométriques, considérant qu'elles rappelaient les églises de la Renaissance. Alors, c'est très visible dans la baie numéro 20 ici, puisqu'on a pratiquement le plan d'une église en forme de croix.
toutes ces autres formes qu'il appelle architectoniques sont censées rappeler donc les constructions. Avec ici, donc, alors ces deux baies sont l'une au-dessus de l'autre, hein, puisque ce sont les baies de l'ouest, la rosace de l'ouest et puis celle qui est dessous. Ici, il y a comme des lignes qui partent vers le haut et qui tendent à élever le regard et donc l'esprit vers le haut. Je vous ai mis quelques appréciations de visiteurs que j'ai pris sur le livre d'or qui est déposé à l'église. Donc je vous les fais écouter, je vous les commenterai après. Bravo et merci aux donateurs, aux collectivités publiques, pour le soutien financier. Immense bravo à l'artiste et au maître verrier pour cette magnifique œuvre d'art, mêlée de verre, plomb, couleur, lumière, et inspirée par une profonde spiritualité. Encore 1000 merci. Dommage pour les vitraux. Ceux d'avant étaient plus jolis. J'ai fait ma communion et confession ici. Je suis déçu. J'aime mieux les vitraux de l'église de Dival. Je pense que l'église reste une église et les vitraux modernes ce n'est pas ça. Une ancienne habitante de Villenox. Les vitres de David Tremlett, superbes. Félicitations. Avec cette œuvre, vous pouvez être fier. Là, désolé mais je n'ai pas pu traduire le sentiment de ces visiteurs coréens. Bel édifice. Mais ces vitraux, quel dommage. Très réussi ces vitraux modernes. Félicitations pour l'idée et la réalisation. Superbe. Ces vitraux sont diaboliques et irrespectueux. Ils nous empêchent de prier. Quelle horreur! Nos anciens n'auraient jamais compris et accepté une telle laideur. Que Dieu soit béni par-delà nos laideurs. Athée, grâce à Dieu, je ne peux que ressentir la beauté humble de ce lieu. Merci à tous ceux qui le font survivre aux horreurs des siècles passés et, hélas, présents. Vive la paix. Bon, vous voyez que j'ai été objectif dans mes choix, hein. Je n'ai pas mis que des opinions favorables. En réalité, les opinions favorables sont maintenant beaucoup plus courantes qu'elles ne l'étaient autrefois. Là, j'ai fait l'échantillon que j'ai choisi n'est pas représentatif. Il était volontairement orienté pour alterner un aspect, un commentaire positif et un commentaire négatif. Au début, les premières visites ont été très difficiles à assurer parce que c'est vrai qu'il y a seulement 20 ans, les vitraux de style contemporain étaient encore beaucoup moins répandus qu'ils ne le sont maintenant. Il y a beaucoup d'églises qui en ont été pourvues depuis. Et puis, les personnes souvent âgées étaient habituées aux vitraux traditionnels. Donc, c'était totalement inconcevable pour eux qu'on puisse poser ce genre de vitrail dans une église. Et donc, avec le temps, les esprits se sont ouverts, les personnes se sont habituées à l'art contemporain d'une façon générale et acceptent donc beaucoup mieux maintenant qu'on ait posé ce type de vitrail sur des édifices anciens. Voilà, c'est l'évolution que je constate. Les visites sont maintenant beaucoup plus faciles à faire. J'ai encore eu derrière moi là-bas un photographe tout à l'heure qui m'a dit qu'il appréciait beaucoup d'entrée de jeu, les vitraux. Voilà. Donc je vais conclure avec, je vais laisser conclure Monseigneur Stinger par les paroles qu'il avait prononcées à l'issue donc de la réalisation des vitraux en 2005. On ne saurait mieux conclure. Je crois que, bien sûr, pour les personnes qui sont habituées, surtout dans nos églises ici, où il y a beaucoup de vitraux du XVIe siècle, donc qui sont habitués à des vitraux qui représentent des scènes bibliques, des scènes évangéliques, pour beaucoup de gens, ça va être une grosse surprise de ces vitraux-là. Et dans un premier temps, certains se demandent, mais de quoi parlent ces vitraux? Or, ils parlent très fort par la lumière, par la couleur, par les lignes. Et je crois que ce qu'ils disent essentiellement, c'est peut-être pas
une expression directe des choses de la foi, mais c'est quelque chose qui est extrêmement suggestif de la transcendance, du mystère. Et je crois que petit à petit, quand on entre dans cette église et qu'on regarde ces vitraux, on y décèle un langage qui parle de Dieu, mais d'un Dieu qu'on ne se représente pas, enfin, mais d'un Dieu qui est là à travers la lumière, à travers les couleurs. Merci de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition si vous avez des questions.